Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur l'Ambassadeur d'être venu ici. Je voudrais vous renouveler l'expression d'inquiétude très forte qu'a exprimée ma collègue Brigitte Nizot sur nos expatriés français en Grande-Bretagne. Je représente d'ailleurs une partie des expatriés français qui sont dans le monde. Je voudrais signaler que la France a cette particularité, peut-être complexe pour vous, de donner le droit de vote à ses ressortissants hors de leur territoire. Alors je crois vous-même, au bout de 9 ans, vos ressortissants n'ont plus le droit de vote hors du territoire britannique, 9 années hors du territoire britannique. Je voudrais vous interroger sur cette phrase, rebondir que vous avez dite. Nos deux pays ont une vocation globale. Alors hier, votre Premier ministre a fait cette déclaration qui nous a un peu surprise et votre éclairage sera précieux s'agissant de la situation dans le détroit d'Ormuz. Il a dit d'une part, nous allons travailler avec nos amis américains, il l'a dit en premier, et nos amis européens, il nous a cité en deuxième, pour construire une réponse qui tente de réduire les tensions dans la région du Golfe. Et puis d'autre part, il a dit aussi, si les Saoudiens ou les Américains nous demandent de jouer un rôle, nous envisagerons de quelle manière nous pourrons être utiles. Alors je vais tout de suite à ma question. Par-delà le Brexit, est-ce que vous continuerez à être un partenaire européen sur lequel nous pouvons compter ? Ou bien devons-nous nous attendre à ce que les positions du gouvernement britannique sur les grandes questions telles que l'Iran, la Syrie, vous les avez citées, ou les droits de l'homme, vont dorénavant s'aligner plus fréquemment sur les positions de Washington ? Merci. Je veux être absolument clair sur ce point. Et si vous retenez un point de tout ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est que nous souhaitons, le gouvernement britannique souhaite que les Français et les Françaises au Royaume-Uni soient rassurés et je veux les rassurer qu'ils ont le droit de rester. Le gouvernement britannique a été très clair là-dessus. Nous avons lancé notre Settled Status Scheme qui est, comme j'ai dit, est gratuit. C'est un système numérique qui affiche clairement, mais nous sommes en train de renforcer ça. Si vous demandez the settled status ou bien the pre-settled status. Pre-settled status, c'est pour les personnes qui sont au Royaume-Uni pour moins de 5 ans. Ça vous donne le droit de rester et d'atteindre les 5 ans pour avoir le statut permanent. Mais dans tous les cas, sauf dans le cas des convictions criminelles graves, vous pouvez rester. Et est-ce que vous savez combien de ces millions, de 1 300 000 demandes de settled status ou bien pre-settled status qui ont été revendiquées? Est-ce que vous savez combien ont été refusés jusque-là? Vous pouvez peut-être deviner? Une idée? Un seul cas. Alors, j'espère que ça, c'est rassurant, Madame la députée, pour les citoyens français et françaises que vous représentez évidemment. Et je pense que nous allons continuer à tout faire pour les rassurer. Évidemment, nous travaillons avec l'ambassade française à Londres. J'espère que pour les ressortissants britanniques, sur ces questions détaillées que je venais d'évoquer, pour eux, même si je souligne que nous sommes reconnaissants pour l'approche accueillante du gouvernement français, nous n'avons aucun doute là-dessous. Mais sur ces questions détaillées, c'est ces détails qui provoquent l'inquiétude chez les Britanniques ici en France. Et vous êtes en mesure, mesdames et messieurs les députés, de nous aider avec ça. Dernier point, je pense que c'est le dernier point, sur les questions, plusieurs questions sur la politique étrangère du Royaume-Uni et notre posture envers le monde. Et là aussi, je veux et je pense que je peux vous rassurer. Regardez ce que le Royaume-Uni fait ces dernières 3 années. Regardez ce que nous faisons sur l'Iran, où nous travaillons dans le cadre de ce qu'on appelle le E3, avec le gouvernement français et le gouvernement allemand
pour sauvegarder, et nous essayons de maintenir l'accord avec l'Iran. Peut-être vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais je ne sais pas, mais ça c'est l'approche du gouvernement britannique qui reste absolument ancré sur cette question dans la position européenne. C'était le cas sous Theresa May, c'est le cas aujourd'hui avec Boris Johnson, qui s'est réuni lundi avec Madame Merkel et le président de la République à New York. Alors, sur cette question, si vous pensez qu'il y a un changement dans la position du gouvernement britannique ou bien une dérive dans notre position sur une question comme ça, c'est pas le cas. Évidemment, nous avons des relations privilégiées avec les États-Unis. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça remonte au moins à la Deuxième Guerre mondiale, comme vous savez très bien. Mais nous n'avons jamais pensé que nos relations privilégiées avec les États-Unis veulent dire des relations bilatérales moins fortes avec nos partenaires européens, surtout la France. Parce que la France et le Royaume-Uni sont les deux pays militaires majeurs, puissances militaires majeures de l'Europe. Nous sommes le 5e et 6e économie du monde. Nous sommes les seules puissances nucléaires en termes de dissuasion nucléaire de l'Europe. Nous avons des forces armées que nous déployons partout dans le monde. Cette semaine, vous avez peut-être vu que la Marine nationale, the Royal Navy, vient de lancer son deuxième nouveau porte-avions, le plus grand porte-avions dont nous avons jamais disposé. Nous avons maintenant 2 nouveaux porte-avions qui ont une vie de 60 ans devant eux. Et je peux vous assurer qu'ils vont travailler dans leur vie en déploiement avec le Charles de Gaulle et ses successeurs dans les années qui viennent. Parce que la France et le Royaume-Uni vont continuer à s'engager dans le monde et à défendre nos valeurs et nos intérêts partagés. Et pour en terminer, j'espère vous rassurer encore plus sur ces questions. Quand je dis regardez ce que le Royaume-Uni fait, regardez ce que nous faisons aussi au niveau du climat ces dernières semaines et ces dernières années. Le Royaume-Uni est très fier que il y a 2 semaines, c'était annoncé que nous allons présider avec l'Italie le COP 26. Nous allons suivre dans vos pas en protégeant notre planète suite aux accords qui ont été scellés ici dans la ville de Paris. Nous sommes le premier pays du monde qui a légiféré pour que notre contribution du charbon soit neutre en 2020. Nous sommes pas 2020, excusez-moi, ça serait très bientôt, 2050. Nous aurons terminé avec l'utilisation du charbon avant 2025. Nous sommes massivement engagés dans cette question du climat et de la planète à côté de la France. Et je pense que cela souligne le caractère de mon pays, qui reste un pays absolument international, engagé dans le monde. Si vous allez à Londres, c'est une ville où 300 langues sont parlées dans les rues de Londres. Nous avons aujourd'hui 450 000 étudiants au Royaume-Uni de l'étranger. C'est plus que la population de Toulouse. Alors, nous allons rester absolument engagés dans le monde et nous allons rester au niveau sécuritaire et au niveau de la défense, mais aussi au niveau de l'économie entièrement entrelacée avec des liens très proches avec la France. Quand je suis allé la semaine dernière à Strasbourg, j'étais conscient que les TGV français roulent sur l'acier britannique
Et quand, vous ne saviez pas ça peut-être, du British Steel, quand je vais à Londres, quand vous allez à Londres, 1 sur 2 rames de la métro, du tube, sont fabriqués par l'Alstom. Tout ça montre les liens profonds entre nos pays.